Bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, j'ai rendez-vous avec un passionné de littérature et d'écriture. Son profil de scientifique le prédestinait certainement à une carrière de scientifique dans un laboratoire de recherche ou une institution dédiée à la cause. Mais lui en a décidé autrement. Il a préféré les chiffres, être comptable public. Il est aujourd'hui inspecteur du Trésor. Mais sa passion pour les belles lettres l'a conduit encore plus dans l'aventure littéraire et très ancré dans la culture africaine. Notre auteur de ce soir a d'abord produit les proverbes du Mogo en 2 tomes. Après un formidable ouvrage sur la gouvernance en 2015, il nous revient ce soir avec 3 tomes d'un livre interrogateur où il se garde d'analyser, mais laissant le soin au lecteur de se faire sa propre idée. Lui, en tant qu'auteur, se contentant d'exposer les faits. Chronique de la lutte héroïque du peuple burkinabé contre la malgouvernance, l'immobilisme politique et le pouvoir à vie, publié aux éditions Seprodif en juillet 2020. Son auteur, Wendum Mete Ouedraogo. Il est donc sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à notre invitation. D'abord, on va commencer par votre nom, qui est tout un programme en soi. Wendum Mete. Oui. En moré, ça signifie c'est Dieu qui construit. Exactement. Et vous aimez qu'on insiste un peu sur cet accent parce que pour vous, ça a tout un sens. Tout à fait. Parce que Wendem Mete, je pense que tout y est. Tout y est parce que déjà ça commence par Dieu. Et donc je pense que quand chacun se lève le matin, la première des choses c'est d'invoquer Dieu. Donc il y a Dieu déjà qui apparaît dans le nom. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire de moi? C'est ce qui suit, Wendem Mete, qui veut dire Dieu construit. Donc, en cela, j'estime que c'est un programme, c'est déjà une prière pour moi, une prière quotidienne. Et donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à cela que de toujours invoquer Dieu pour que cela se réalise. Oui, Wendem Mete, pour votre premier ouvrage, vous avez choisi de parler des cultures africaines, oui, notamment des proverbes, les sagesses africaines, les proverbes du Mogo. Oui. Et vous l'avez publié en 2 tomes. C'est ça. Disons que c'est toujours en droite ligne par rapport à ce nom-programme qui m'a été donné. Et donc, je me sentais comme un devoir pour moi et de faire quelque chose pour la culture parce que mon nom porte déjà ma culture, la culture africaine. Je ne vais pas parler de culture parce que actuellement dans mes ouvrages il y a des termes que j'évite, par exemple le terme ethnie, je n'aime pas par exemple cette expression. Donc c'est déjà un programme pour moi qui m'interpelle, qui me demande à ce que je fasse quelque chose pour ma culture. Donc j'ai commencé par la culture et l'idée était de continuer dans la culture et je pense que j'y serai parce que je n'ai pas lâché prise. Et dans la culture africaine, il y a la question de la transparence, la question de la probité morale, la question de l'honnêteté. Et cela est comme une obsession pour vous. Et en 2015, vous avez produit un formidable ouvrage sur la gouvernance au Burkina. Oui. Et effectivement, disons que le livre « Réussir la gouvernance démocratique en Afrique » voilà, m'est arrivé suite au constat de ce qui était en train de se dérouler au Burkina Faso, notamment la lutte, vous vous rappelez, des marches et contre-marches dans les années 2000, depuis 2012, 2013 jusqu'en 2014. Donc l'idée m'est venue donc d'analyser, de suivre ce qui est en train de se passer dans mon pays et de voir comment je peux contribuer. Et si vous vous rappelez, de toutes ces crises, la culture a été au centre. Parce que chaque fois qu'il y a un problème d'incompréhension, chaque fois que la crise était à un certain niveau, on faisait recours à la culture. Je veux parler du dialogue et quelque part, si vous constatez, c'est effectivement cette culture qui a sauvé notre pays. Donc je me suis dit, il est bien vrai qu'on doit donc mettre la priorité sur les valeurs qu'on dit démocratiques,
mais il ne faudrait pas abandonner certaines valeurs de notre culture. Et donc, si on comprend bien, la thèse de votre livre est fondée sur le fait que nous sommes modernes aujourd'hui, mais nous ne devons pas oublier nos racines, nos fondements qui sont basés sur des questions d'honnêteté, de probité morale, mais aussi des questions de transparence, toutes choses qui sont convoitées aujourd'hui dans la gouvernance. Exactement, exactement, parce que dans la gouvernance, je pense que quand on parle de gouvernance, de bonne gouvernance, en réalité, ce sont ces valeurs-là qui sont en filigrane. Quand quelqu'un agit de façon honnête, avec probité, il va de soi que, par exemple, certaines fautes de gestion qui sont critiquées, qui sont donc voilà, condamnées, ne soient pas commises. Donc ça veut dire que je pense bien que quand on a ces valeurs comme principe, ces valeurs de probité, de respect, d'honnêteté, il va de soi que quand on est dans une position de gestion, que ces valeurs-là, effectivement, contribuent à une bonne gestion de ce qu'on est appelé à gérer. Et voilà. Toujours dans ce souci d'honnêteté, de transmettre, de fidélité, oui. Cette année 2020, en juillet dernier, oui. Vous avez publié un formidable ouvrage en 3 tomes, chronique de la lutte héroïque du peuple burkinabé contre la malgouvernance, l'immobilisme politique, et le pouvoir à vie. On le voit, oui. C'est un livre qui se décline en 3 volumes, oui. Mais avec le même souci de rendre compte des faits et des événements oui. Qui ont marqué le Burkina Faso entre 2009 et 2015. Oui. Pourquoi ce choix? Disons, ce choix, c'est encore à la suite du livre « Réussir la gouvernance démocratique en Afrique », que ces 3 tomes ont été prouvés. Donc, il s'est agi ici, pour moi, de mettre à la disposition des uns et des autres ceux qui s'intéressent à la compréhension de l'histoire politique, parce que, vous savez, quand on ignore son histoire, et on construit difficilement son présent, et ça veut dire que le futur n'est pas garanti. Donc, et je vais ici dire qu'il faudrait qu'effectivement que nous nous intéressions à notre histoire politique, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus d'incompréhension, beaucoup plus d'interprétation, et voilà, ça aboutit à des crises que nous connaissons. Donc en mettant ces outils à la disposition du public, qui en réalité est un recueil des actes, des déclarations, des communiqués des uns et des autres, des différents acteurs, parce que les acteurs, on a la société civile, on a les gouvernants, on a la communauté internationale, et à l'occasion de la lutte contre la révision de l'article 37, et si vous avez bien remarqué, il y a eu la diaspora qui s'est bien fait entendre. Donc, je voulais donc que cette phase de notre histoire ne soit pas oubliée aussi facilement, et que à l'occasion d'interpréter ce qui s'est passé, qu'on ait effectivement des faits matériels, des faits véridiques qui ne permettent pas de dénaturer facilement notre histoire. Et vous avez choisi la période 2009 à 2015. Pourquoi? L'idée, c'est d'amener le peuple burkinabé à s'interroger au pourquoi et au comment l'insurrection est arrivée. Donc, pour chercher à comprendre les causes de cette insurrection, il fallait remonter. Mais comme on ne peut pas remonter indéfiniment sur le temps, je me suis limité à 2019. 2019 parce que je me rappelle qu'il y a eu une interview réalisée par un média de la place, en l'occurrence l'Observateur Palga, avec feu Dr Salif Diallo. Et donc, je me suis toujours rappelé de cette interview parce qu'il y a quelque part des éléments qui ont été dits et qui devraient permettre de comprendre ce qui était en train de se dérouler. Donc c'est pour permettre cette compréhension que je suis remonté à cette date. Du reste, si vous lisez l'introduction, je suis allé encore plus loin que 2019. Mais oui, pour les faits ici, je me suis limité à chose. On va y revenir, et dans le tome 1, par exemple, vous revenez sur l'opposition au projet de Sénat au Burkina Faso, le référendum, mais aussi la révision de l'article 37 de la Constitution burkinabé. Nous sommes en 2020.
2009-2010. Oui, ce sont les moments qui ont beaucoup plus, en tout cas, les moments catalyseurs donc, de ces moments de lutte-là. Parce que c'est autour de cela que les Burkinabés se sont ligués, les Burkinabés ont marqué leur volonté d'empêcher vraiment que... voilà. Donc on a comme une sorte de réveil du peuple burkinabé par rapport à la gestion de la chose au public, oui, par rapport à sa voix qu'il doit donner sur la façon de gérer son destin à lui. Et dans le tome 2, vous évoquez la transition, oui, c'est-à-dire après l'insurrection populaire de 2014, il y a eu une période de transition d'1 an. Oui. Vous revenez un peu sur ça en essayant d'exposer les faits. Toujours, ça, tout à fait. Des communiqués, oui, des déclarations, oui, des faits et gestes des uns et des autres. Oui. Et enfin, dans le tome 3, vous insistez sur l'organisation des élections de 2015, mais aussi le coup d'État manqué de septembre 2015. Oui. D'abord, nous allons sur cette période de 2015 nous attarder sur un certain nombre de choses. En vous lisant, Wendou Mete, on a comme l'impression que vous avez envie de dissuader tous ceux tentés de révisionnisme de l'histoire politique burkinabé. Oui, je pense que c'est d'ailleurs l'objectif de ces ouvrages, pour que ce qui s'est passé ne soit aucunement nié ou dénaturé. Donc, quelqu'un qui a eu à avoir une position, qui a eu à défendre sa position, je pense que c'est en toute âme et conscience. Et donc, ce n'est pas au moment où Lucie a été autrement qu'on doit revenir pour renier ses dires, ses actes, ses faits. Donc, mettre l'accent sur les faits, mettre l'accent sur ce que les uns et les autres ont dit, c'est véritablement fixer l'histoire et interpeller les uns et les autres parce que si à chaque fois l'histoire est dénaturée, dite d'une façon ou d'une autre, chacun en fonction de ce qu'il voudrait, il aurait voulu que l'histoire soit, et non en fonction de ce que l'histoire a été, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et le danger en ce moment, c'est qu'on met nos générations futures là en danger. Parce Tout à fait. Et si on vous comprend bien sur l'épisode, par exemple, du coup d'État manqué de septembre 2015, oui, on a l'impression que, par exemple, le procès qui a suivi le coup d'État des présumés coupables, auteurs du coup d'État, on a comme l'impression que, quelque part, les Burkinabés étaient devenus amnésiques. C'est comme s'ils sont atteints. Moi, je n'analyse pas les choses de cette façon, parce que si vous observez bien l'attitude du Burkinabé, on a l'impression que, bon, souvent, il fait mine de ne pas donner de l'importance à certains faits, à certains moments. Mais quand on analyse bien l'histoire, on a l'impression que c'est comme quelqu'un, un adversaire sur le ring qui encaisse et qui attend un moment de réagir. Donc, ce qui s'est passé, peut-être que les Burkinabés ont atteint un objectif à un moment donné et que le travail qui était en train de se dérouler, ils se sont dit que non, que ça appartient à un certain niveau d'acteurs. Donc, ils se sont dit c'est à eux de faire bien le travail qui est le leur. Donc, l'insurrection a eu lieu. Et chacun a eu sa part de participation et il revenait à un certain nombre d'acteurs de traiter de l'issue de cette crise-là. Et votre travail est scientifique avec la rigueur du scientifique. Vous classez vos textes de façon chronologique. Oui. Est-ce que il y a une motivation, pour ne pas dire une intentionnalité, derrière cette façon de faire? Oui, il y a une motivation, il y a une raison, parce que si vous lisez bien déjà au niveau de l'avis au lecteur, j'ai bien dit là-bas que ce n'est pas le moment pour moi de me prononcer sur ce que j'ai compilé.
Et ça veut dire que, mais au moins un travail doit être fait pour permettre la compréhension de ce qui est là comme texte. Donc, permettre à celui qui va feuilleter ces documents de revoir, pour ceux qui ont vécu ces périodes, de revivre instant par instant ce qui s'est passé. Donc, lorsqu'effectivement vous lisez, vous vous rendez compte que c'est de façon chronologique. Quand quelqu'un a dit quelque chose, un acteur a dit quelque chose, et qu'il y a un autre qui a réagi, et ces différentes positions se suivent pour permettre de savoir que lorsque ceci a été dit, voici la réponse ou la réaction d'un tel. Et ça permet pour ceux-là qui ont vraiment vécu cette période de revivre. Et pour une analyse aussi, je pense que quand les faits sont rapprochés, ça permet facilement de coller les différents moments et de faire voilà, une analyse qui va permettre de comprendre très facilement ce qui s'est passé. Donc vous êtes abstenu? Exactement, je me suis abstenu parce que, comme vous l'aviez dit au tout début, il y a déjà eu Réussir la gouvernance démocratique en Afrique que j'ai écrit, qui a plus ou moins donné voilà, mon point de vue, mon opinion sur ce qui s'est passé, et bien que peut-être que ça n'a pas été approfondi au regard de tous ces textes que j'ai pu donc réunir. Sinon, dans ces documents, effectivement, en dehors des petites introductions qui sont des annonces, je n'ai pas eu à interpréter voilà, les positions des uns et des autres. Oui. Wendoum Mete, vous insistez également sur l'insurrection et la gestion de la transition pour dire que le Burkina Faso revenait de loin après tant d'années de gestion patrimoniale, pour emprunter le terme à feu Salif Diallo, du pouvoir politique dans notre pays. Et donc pour vous, cette période de l'insurrection, mais aussi celle qui a suivi la gestion de la transition, vous paraît important pour comprendre le futur du Burkina? Tout à fait. Très très important pour moi, parce que quand on observe, quand on a donc vécu ce qui s'est passé, avec la capacité de réaction et de résistance, vous vous rappelez au coup d'État, ça veut dire quelque part que c'est un peuple qui a des valeurs qui lui sont très, très chères, et qu'il faudrait effectivement que les gouvernants à quelques moments que ce soit, en tiennent compte. Parce que cette capacité de réaction doit vraiment attirer l'attention de ceux qui sont appelés à gouverner le pays, à ne pas ignorer voilà, les valeurs, les aspirations du peuple. Et je pense que c'est en écoutant ce peuple-là que le peuple peut accompagner ses dirigeants à aller dans le sens voilà, qu'il veut. Oui, ces 3 tomes, c'est un ensemble de communiqués, de textes, mais aussi de déclarations et d'images. Il y a aussi des photos qu'on peut avoir. Mais c'est où est-ce que vous avez puisé tout cela? Merci. Bon, disons que comme l'idée est venue au moment des faits, au moment que les choses se déroulent, ça veut dire que la collecte en ce moment était facilitée. Parce qu'au fur et à mesure que les choses se passent et qu'il y a ces communiqués qui sont produits, voilà, comme l'idée était de mettre ça à la disposition à un moment donné, je les archivais. Et maintenant, il y a certains documents, effectivement, qui n'étaient pas disponibles sur la toile, par exemple. Et à ce moment, il a fallu que j'aille vers les acteurs concernés. Donc souvent, c'est auprès des acteurs que j'ai pu avoir certains documents. Et voilà, il y a aussi la lecture. Il faut lire pour pouvoir extraire certains documents. Donc il y a la lecture, la culture générale. Il y a aujourd'hui l'Internet qui permet facilement de retrouver des documents. Et comme le livre était en train d'élaborer choses dans la période active de la crise de l'insurrection, voilà, je pouvais facilement aller vers les différents acteurs pour pouvoir voilà, avoir ces différents documents. Et vous parlez d'Internet, et pour vous c'est une source fiable? Disons que l'Internet, oui, il y a des sources fiables. Parce que par exemple, si vous regardez les sources qui sont citées, ce sont des sources qui sont connues parce que ce sont des organes, des médias. Et quand vous prenez par exemple le site d'un organe connu,
il n'y a pas de raison que ça ne soit. Donc ça veut dire qu'il y a Internet, j'ai bien puisé des éléments sur Internet, mais j'ai trié aussi mes sources d'information. Donc ce n'est pas parce que j'ai interrogé voilà, sur Google et que j'ai eu telle information qui m'est venue que je vais archiver déjà. Non, je tiens compte de la source de l'information. C'est une source connue et que je sais que souvent même il y a la version papier et la version chose électronique. Donc sur Internet, j'ai le document et quand on parle sur la version papier de l'organe média, on a la version physique qui est là. Donc à ce moment, je peux citer non seulement la source Internet pour permettre à ceux qui veulent instantanément avoir l'élément ou bien citer la source version papier pour que voilà. En tout cas pour donner de l'authenticité à ce que j'ai fait. Et un peu comme un travail de construction et de sauvegarde de la mémoire collective burkinabé. Exactement, parce que si les Burkinabés arrivent à ignorer, à oublier ce qui s'est passé, et dans les années, j'allais dire de 2009 à 2015, je vais dire, vous allez me permettre de dire que ce n'est pas intéressant pour nous. Oui. Voilà, et à vous lire, Wendou Mete, on a comme l'impression que la révolte est chevillée au corps social burkinabé. C'est un peu comme dans l'ADN du burkinabé. Est-ce que vous êtes remonté même à la période précoloniale pour expliquer certaines choses? C'est ça. Donc c'est de cela que je disais effectivement, il ne faut pas qu'on ignore cette capacité du peuple burkinabé à réagir. Donc quand on remonte sur l'histoire, on se rend compte qu'effectivement, en réalité, c'est, comme vous l'avez dit, c'est comme si c'était inscrit dans son ADN. Et il faut vraiment rester attentif. En tout cas, il ne faut pas ignorer cela. Donc, à tout moment, il vaut mieux écouter ce peuple-là. Il vaut mieux faire de son mieux pour aller dans le sens de ce qu'il dit comme aspiration. Que de vouloir, en tout cas, faire autrement. Oui, mais quand on regarde, ce sont des ouvrages très volumineux. Oui. Le premier tome, vous n'avez pas moins de 600 pages. Oui. Et le second tome, c'est pratiquement la même chose. Oui. Et est-ce que vous ne courez pas le risque que, quelque part, vous ne soyez pas lu? Bon, disons que c'est un aspect que je n'ai pas ignoré ce côté, parce que déjà, quand j'ai commencé donc mes premiers ouvrages, c'est ce qui m'est revenu, les Burkinabés n'aiment pas lire. Et donc, encore plus quand le document est volumineux, voilà, ça les repousse. Mais ici, disons que pour ceux qui souvent s'intéressent à la recherche, savent que le volume d'un document ne doit pas de motiver quelqu'un. Non, parce que quand on prend un document en fonction de ce que l'on poursuit comme objectif, il y a une table des matières. Donc on peut facilement aller à la partie qui intéresse, exploiter les informations qui intéressent, et puis bon, le document est toujours là. Mais quand le document n'est pas disponible, bon, où est-ce qu'on va partir chercher ce document? Donc ce sont des documents à exploiter, bon, mais ce n'est pas des documents à lire en continu. Voilà, ce sont des documents pour celui qui veut savoir ce qui s'est passé. Bon, il a ça au chevet et puis bon, chaque jour au moins 31 heures de lecture, il avance et puis les choses lui reviennent à la tête. Chronique de la lutte héroïque du peuple burkinabé contre la malgouvernance, l'immobilisme politique et le pouvoir à vie. Pour les 3 tomes, vous avez, on va peut-être l'évoquer parce que c'est quand même important, oui. Vous avez choisi des personnalités pour préfacer chacun des tomes. D'abord, le premier tome, c'est le juge Kassoum Kambou. Le second tome, c'est Aruna Kaboré. Et enfin, le troisième tome, c'est Chérif Si, oui. L'ancien président du CNT. Oui. Pour vous, qu'est-ce qui a prévalu au choix de ces personnalités? Ok, merci. Disons que pour le premier tome, c'est le président du Conseil constitutionnel, M. Kassoum Kambou, qui a bien accepté de préfacer cet ouvrage. Et tout de suite, lorsque j'ai fini de compiler ce document, ce qui m'est venu, c'est je me suis rappelé de la gestion du dossier de l'assassinat de Norbert Zongo, du journaliste Norbert Zongo, en 1998. Et si vous vous rappelez,
Il était le président de la commission d'enquête. Et cette commission, je pense, avait cette obligation de produire des documents, un rapport donc qui, en tout cas, qui allait permettre, les causes, peut-être les mobiles. Donc, je me suis dit que pour que quelqu'un soit porté à la tête de cette commission, pour que les Burkinabés s'accordent sur cette personnalité, ça veut dire qu'ils ont vu en cette personne un certain nombre de valeurs qu'il incarne et que les Burkinabés voudraient promouvoir. Donc voici ce qui m'a motivé, parce que toutes ces luttes-là, arrêtées, reviennent, nous interpellent, nous rappellent ces valeurs que les Burkinabés veulent toujours cultiver. Donc je me suis dit que c'est quelqu'un qui incarne ces valeurs et il était bien placé, bien indiqué pour préfacer ces ouvrages. Cet ouvrage, pour ça, c'est pour le tome 1. Pour le tome 2, il fallait aussi trouver, puisque ça concerne la période de la transition, il fallait trouver un acteur aussi, un acteur de la société civile, en tout cas un acteur au moment j'allais dire, de la lutte contre la révision de l'article 37. Voilà, quelqu'un qui, en tout cas, a donné de son mieux pour, en tout cas, contrer cette volonté de... il se trouve que je connaissais le ministre Kaboré, et donc je suis allé vers lui, je lui ai demandé... porte-parole de la société civile. Ça, c'est la porte-parole de la société civile, donc ça disait déjà quelque chose. Donc, c'est toujours des acteurs de la période qui sont souvent identifiés pour la préface. Donc pour le troisième tome, vous vous rappelez que non seulement le ministre d'État, M. Serif Sy, a été un acteur, voilà, et il a été président du CNT, et lors de la résistance contre le coup d'État, je pense que si on doit revenir sur ça, on doit le reconnaître en tout cas, ce sacrifice, cette conduite de la résistance contre le coup d'État de septembre 2015. Merci à vous. Effectivement, le livre n'existe que quand il est lu. Merci à vous d'être venu nous présenter votre ouvrage en 3 tomes. Merci. Et à la prochaine. Voilà, on s'arrête là pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro de cet écrit. Au revoir.